la plus grande révolution qu'il y a à faire au Cameroun est d'abord mentale. Je ne suis pas connue pour être quelqu'un de diplomate. Okay. Je pense ce que je dis ce que je pense. Ce n'est pas toujours une bonne chose, mais je le fais quand même. Ça a eu des conséquences sur ta personne, hein. Moi je l'imagine très bien, maintenant que tu es devenue une personnalité politique. Mais justement, j'ai vu qu'on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir parlé de l'élimination, si on peut appeler... Bon, en tout cas, de l'absence de Maurice Kamto, parce que même là, j'ai même du mal à mettre un mot. Les mots. Parce que justement, tu vas dire un mot, on va entendre l'autre. Donc, l'absence du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle m'a reproché de ne pas avoir dit ce que je pensais sur le sujet, parce que si tu ne dis rien, ça veut dire que tu es pour. Si tu dis, ça veut... En fait, c'est vraiment très compliqué. C'est vrai que les gens t'attendent autour. Est-ce qu'on pourrait retrouver Ivana, candidate ou présidente de la République du Cameroun? Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un bon président? C'est grave. Bon. Alors, quand va être le retour de la péristocratie, hein? Bon. Bonjour les amis de la raison, aujourd'hui nous sommes sur une émission très spéciale. Alors c'est une rencontre exceptionnelle avec une influenceuse camerounaise d'exception. Missiva, pour ceux qui ne la connaissent pas, la péristocratie sur les réseaux sociaux. Nous avons décidé de cette rencontre intime pour parler d'elle, de son parcours et de ce qui nous a amené finalement dans notre mission informative à s'arrêter pendant une période électorale très chargée. Mais on va revenir sur tout ça et on va surtout s'intéresser au parcours de cette jeune Camerounaise que peut-être vous ne connaissez pas. Bonjour Missiva. Bonjour Christian. Alors Missiva, aujourd'hui ce que j'aurais aimé, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est peut-être parler un peu de toi, ton parcours, de ce qui t'a amené finalement à venir sur la scène, sur les réseaux sociaux, à t'exprimer sur un sujet un peu comment dire, un peu vieillot. T'as réussi à donner un peu de couleur justement à ce sujet. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ton parcours et qui est Missiva? Déjà, c'est un plaisir d'être face à toi, Christian. Après avoir été à côté de toi, aujourd'hui, je suis en tant qu'invitée et plus co-présentatrice. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Missiva. Missiva, c'est un sobriquet que je me donne qui veut dire en réalité Miss Ivana. Ivana, mon prénom. Donc, Ivana Besséquié, j'ai 23 ans, étudiante en communication publique et politique. Je termine actuellement mon Master 2. Mon parcours, à 23 ans, je ne suis pas sûre que mon parcours soit énorme. On va pas faire comme si on avait trop accompli un parcours. La modestie n'est pas camerounaise. Tu sais que la modestie, elle est partout. Mais elle n'a pas son visa pour le Cameroun. Ça, c'est vrai. Donc, tu es quand même quelqu'un de remarquable. Tu peux déjà, sur les réseaux sociaux, tu as déjà beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens te suivent parce que, tu es quand même une certaine personnalité, quand même. Non seulement la modestie n'est pas camerounaise, je pense qu'elle est encore moins péristocrate. Donc, effectivement, je suis une jeune fille née au Cameroun, grandie au Cameroun, de parents camerounais tous les deux. J'ai fait mes études, premièrement dans le système camerounais et après dans le système français, donc au lycée Fussel de Coulanges. Après, je suis venue en France pour continuer mes études de secondaire. J'ai donc fait des études en sciences politiques, une licence en sciences politiques, avant de faire un master en communication publique et politique. Et je me suis lancée sur les réseaux sociaux en deuxième année, je pense, de l'université. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'arrive en France, on a la connexion gratuite. En réalité, c'est ça, on a la connexion gratuite. Le réseau va vite, donc on est souvent sur YouTube, plus qu'en tout cas quand j'étais au Cameroun. J'étais moins sur YouTube quand j'étais au Cameroun. En arrivant en France, j'ai pris l'habitude d'aller sur YouTube, regarder les vidéos d'autres personnes, et je sentais que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de parler. Mais avant tout ça, qu'est-ce qui t'a amené vers ces études en politique? Alors, qu'est-ce qui a créé cette genèse, en fait? Alors, en sciences politiques, pourquoi? Je pense que j'ai toujours quand même eu au fond de moi, quand je regarde finalement aujourd'hui le parcours, comme on peut l'appeler, je me dis que j'ai toujours eu la fibre politique en moi. Je me rappelle, aussi loin que je me souvienne, les élections de 2011 au Cameroun. Il y avait une femme qui était candidate, Kawala. Et je disais à mon père qu'il fallait absolument qu'il vote pour elle. Je me rappelle aussi de son sourire, en mode, cette petite, elle comprend rien. Mais je sais que ça m'avait fait un truc, de voir une femme camerounaise candidate. C'était la femme, c'était le discours, c'était la personnalité. C'était la femme. À ce moment-là, oui, j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre le discours, la personnalité, tout ça. Vraiment, je ne comprenais même pas tout ce qu'elle racontait. Mais je savais que c'était une femme, elle était en politique et ça m'éblouissait déjà. Ensuite, j'ai eu une prof très remarquable, à qui je pense très souvent d'ailleurs, Madame Yazuke. C'était ma prof d'anglais au lycée Fustel de Coulanges. Et elle était vraiment très impliquée. C'est-à-dire qu'elle nous disait tout le temps qu'on était capable de faire beaucoup de choses. Elle nous a amené à croire que tout était possible. Elle nous parlait de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Elle nous a vraiment raconté l'histoire de beaucoup de héros américains, parfois africains, mais en plus anglo-saxons, qui ont réalisé de grandes choses. Et je pense qu'elle a vraiment allumé en moi, peut-être même sans le savoir, une flamme
qui s'est encore ravivé avec un voyage en Afrique du Sud où on est allé justement en voyage scolaire pour une semaine, je pense. On a visité la maison de Nelson Mandela, le musée, en apprenant son histoire, parce qu'avant d'aller en voyage, on a appris son histoire pendant peut-être 2-3 mois. Tous les jours, on nous apprenait Nelson Mandela, Nelson Mandela. Donc vraiment, on a étudié son parcours de fond en comble. Et pour moi, il était devenu la personne à qui je voulais ressembler. Nelson ou Winnie? Nelson Mandela. À ce moment-là, parce qu'on faisait le voyage en Afrique du Sud, et on parlait de Nelson Mandela. Donc vraiment, c'est pas anodin cette question. Je pense que tu sais que c'est pas anodin. Effectivement. Ouais. À ce moment-là, Nelson Mandela était celui qu'on m'a vendu. Bien sûr. C'est celui à qui je voulais ressembler, parce que je me disais, mais comment est-ce qu'un noir peut se dire en période de ségrégation que lui va changer ça, et il arrive à le faire. Après, effectivement, j'ai découvert Winnie Mandela. Je l'ai encore plus aimé. Mais à ce moment-là, c'était Nelson Mandela qui était ma star. Vraiment, c'était mon héros. Ça, il l'est toujours, mais Winnie Mandela l'est davantage. Ok, je vais peut-être une question subsidiaire. Et Mugabe, tu le mets où alors, parmi ces 3 personnages? Je n'ai pas vraiment étudié le profil de Mugabe aussi en détail que Nelson Mandela et Winnie. Donc en réalité, je ne pourrais pas répondre à la question. Bien sûr. Non, moi, franchement, j'ai été très impressionné par ta posture. Moi, quand je t'ai rencontré, hein, c'est un petit secret de Polichinelle, hein, mais on s'est rencontrés lors de tournage d'une émission un peu célèbre sur YouTube. Et donc, on a été co-animateurs, chroniqueurs sur cette émission. Et la petite anecdote, c'est vrai que je t'ai présenté très vite mes filles. Voilà, mes filles, des fois, venaient au tournage. Et tu te souviens ce que j'aurais dit ou pas? Que j'ai de l'avenir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est des choses que moi je vois au-delà des discours, c'est l'énergie que dégage une personne, sa conviction et bien sûr ses actions. Donc oui, tu nous parlais justement de ton parcours semi-politique au niveau études. Et puis donc comment justement t'es entré dans les réseaux sociaux. En fait, c'est une opportunité finalement que tu as su saisir. Et cette ascension, en fait, comment elle s'est faite? Elle était exponentielle, ça allait très vite, ou à un moment tu as dû étudier tes cibles, hein, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai business. On étudie sa cible, il y a une ligne éditoriale, etc. Les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, c'est arrivé quand je suis arrivée en France, que j'ai commencé à regarder d'autres personnes qui faisaient des vidéos YouTube, mais notamment des vidéos vraiment drôles, hein, des vidéos de make-up, rien à voir avec la politique. Et c'était plus des créateurs de contenu français à ce moment-là. Et là, je me suis dit que je voulais aussi faire des vidéos, mais je ne sais pas forcément pro en make-up, je ne suis pas pro des sujets légers, du moins je ne suis pas à l'aise à en parler en public. La seule chose que je savais faire et où j'avais pour moi des compétences, c'était donc des sujets de société qui après sont devenus des sujets politiques. Je pense que la première vidéo que je fais et qui a vraiment un petit buzz, elle parle de Meghan Markle et un peu de racisme, bref, de colorisme, de racisme. En réalité, à ce moment-là, je connais même pas tous ces mots. Enfin, je comprends la théorie que j'énonce. Mais le mot, je ne sais même pas qu'il existe. Le colorisme, par exemple. Je connais le racisme, pas le colorisme à ce moment-là. Mais je sais déjà qu'en Afrique, on fait une certaine hiérarchisation par rapport aux différentes couleurs de peau. Donc ça, je l'exprime. Et après, par rapport à ça, je découvre le colorisme. Cette vidéo-là, elle fait un buzz parce que beaucoup de gens sont contre ce que je dis. Donc je goûte aussi très vite au bad buzz. Je comprends très vite ce qu'est un bad buzz. Et à force, je comprends qu'il y a aussi une demande. Parce que les sujets que je propose, qui pour moi sont vraiment ceux dont je parle tous les jours, sans forcément connaître toutes les théories. Parce que j'ai commencé à parler et à penser avant de commencer à lire. J'ai commencé à parler, à penser ensuite. Et avant de commencer à lire. Ok, donc j'ai parlé de sujets, j'y ai pensé ensuite, et après je suis allée chercher s'il y avait des références par rapport au sujet que moi j'avais déjà traité entre guillemets. Oui, parce que je me disais, mais je peux pas être la seule à avoir vu qu'il y avait un problème là. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont fait des études sérieuses sur les différents sujets. Et donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, je pense que ça allait un peu vite. Parce que justement, j'ai vite connu le bad buzz. Mais après, j'ai toujours su rebondir. Parfois même me calmer. Parfois, il y a un bad buzz, tu prends 2 semaines avant de revenir. Donc, tu as le temps de temporiser, de te faire oublier un peu avant de revenir. Donc, juste pour voir un peu la vitesse en fait à laquelle tu as, les jeunes ils appellent ça percé. Donc ça s'est passé en combien de temps toi? Voilà, tes 10 000 premiers abonnés, tes 50 000, je sais pas si t'as déjà dépassé, hein, je crois les 50 000. Ça dépend sur quelle plateforme. Voilà. Ça dépend sur Facebook et TikTok largement. Sur Instagram on est à peu près 20 000, bientôt 30 000. Comment est-ce que ça allait rapidement? Je pense pas. Parce que vraiment, comme je dis, je suis pas déjà quelqu'un qui poste tous les jours. Je peux faire là, ça fait 1 mois, j'ai rien posté sur mes comptes. En tout cas, pas de publication. Je fais des stories tout le temps, mais je ne poste pas forcément.
Et ma cible n'attend pas forcément que je leur donne du contenu tous les jours. Okay. Dans les contenus dans lesquels je suis, il faut quand même prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit est écouté et ce ne sont pas des sujets faciles à aborder. Il faut quand même être sûr de ce qu'on a envie de dire et pouvoir l'assumer. Parce que je ne dis pas que je dis les choses pour que ça plaise aux autres. Mais au moins, si je le dis, il faut que moi-même je puisse être en accord avec ça. Donc tu as changé un peu ta routine, c'est-à-dire que maintenant tu étudies. Oui, maintenant je lis. Après je parle, exactement. Maintenant je lis, je pense et après je parle. Alors qu'avant tu disais. Je disais. Mais en réalité, je pense que même si je disais sans avoir lu forcément les auteurs connus, j'ai toujours eu comment on appelle ça. Mes parents m'ont appris très tôt à lire. Donc j'ai commencé à lire des livres, franchement, depuis que je sais lire, j'ai des livres chez moi, j'ai une bibliothèque. On m'amenait à la bibliothèque tous les mercredis. Donc en réalité, je savais déjà lire. Mais je ne disais pas forcément les sujets sur le racisme ou le colorisme parce que c'était pas une question que je me posais. Bien sûr. Mais dès l'instant où j'ai commencé à me poser la question et à moi-même en parler, je me suis dit qu'il fallait beaucoup plus se documenter. Oh, super. Donc, tu es devenue une star des réseaux sociaux. Alors, c'est bien, tu as parlé de bad buzz. Pour les gens qui nous écoutent, moi, après avoir vu un peu tout ce que tu faisais, je sais que tu as quand même la peau dure. C'est-à-dire que tu assumes tes propos et je pense que ton audience aime ça. Et je pense que c'est ça qui a fait finalement que tu es devenu un peu, j'allais dire, une star des réseaux sociaux et qu'on a été amené et qu'on va peut-être, sûrement continuer à travailler ensemble. Donc à faire ce qu'on appelle des collaborations et j'aimerais que tu nous parles un peu de tes premiers ressentis parce que on a quand même travaillé ensemble. Comment ça s'est passé? Moi je t'ai dit ce que j'ai ressenti vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à travailler avec Monsieur Kam Chweng? Franchement, je pense comme beaucoup de gens, je trouve que vous êtes un homme brillant, vous êtes très brillant. Monsieur Kam Chweng, vous avez dit monsieur, donc maintenant je vous vois un peu. Vous êtes très brillant, vous êtes un grand frère aussi pour moi, vous le savez. À chaque fois que j'ai un événement ou quoi, on s'appelle avant pour commencer à programmer l'événement après, pour que vous puissiez me débriefer l'événement. Donc vraiment, vous avez ce regard-là de grand frère qui, visiblement, a envie que sa petite sœur puisse se développer. Vous voyez ça en doute en moi, je ne sais pas quoi, mais vous avez envie d'y participer. Et ça, je pense que c'est super important pour des jeunes qui se construisent, d'avoir des personnes comme vous à leur côté. Donc à la fois, vous êtes brillant, mais vous êtes aussi quelqu'un de disponible et de disposé pour pouvoir révéler des talents. En fait, c'est vrai, et c'est vrai que et c'est marrant parce que quand tu as parlé justement de ta professeure, je me suis vu un peu en ça et c'est vrai qu'il y a une petite anecdote. Un bon prof peut changer une vie. Oui. Un excellent prof peut changer le monde. Oui. Et quand tu m'as parlé de ta professeure, j'ai senti il y a une onde en fait. Elle met des graines, elle sait pas ce que ça va donner. C'est ça. Elle sait pas ce que ça va donner. Et donc c'est super. Et moi quand je t'aide en fait, je vais te dire c'est un peu égoïste entre guillemets. C'est pas toi que j'aide une étoile à monter, une étoile camerounaise à monter, mais c'est aussi une référence pour mes enfants. C'est une référence pour d'autres générations et finalement le monde va s'emporter beaucoup mieux, va exprimer son talent, etc. Donc c'est ça aussi un peu. C'est pas que pour toi que je le fais. Tu sais, les gars ils cassent le mythe. Vraiment. Mais non. Et je pense qu'il y a de grandes choses qui t'attendent. Merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a collaboré ensemble. Je vais parler justement des émissions qu'on a fait ensemble. C'était une sorte d'aparté finalement par rapport aux élections en 2025. La rencontre, la grande rencontre. C'est vrai qu'à la base on était 3 et on avait cette mission de vouloir informer finalement les Camerounais en général des choix qui allaient être les leurs finalement en octobre. Comment ça s'est passé en fait finalement cette rencontre? Parce que c'est vrai que c'est une idée, on nous a proposé, on était un trio au départ, on a rencontré des candidats. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce type d'émission? En fait, je vais dire qu'il y a un petit côté un peu, je sais pas si je vais dire spirituel dans ce qui m'arrive très souvent. Je le dis pas très souvent, mais il y a des choses qui m'arrivent que je ressens avant qu'elles ne se passent. Okay. Quand je dis je ressens, je n'ai pas de vision, mais par exemple pour la rencontre, la grande rencontre d'abord qu'on a faite, à ce moment, quand tu m'appelles, je crois que tu m'appelles un jour, je suis au travail. Des semaines avant, je ressens quelque chose en moi qui me dit que j'ai envie de participer à l'élection présidentielle au Cameroun, d'une manière ou d'une autre. Je voulais y participer, avoir un petit impact à l'intérieur. En tout cas, je sentais que j'allais avoir un rôle à jouer. Je ne savais pas encore lequel. Mais par contre, je me suis dit, vu que je suis déjà sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il faut que je fasse une émission pour informer les jeunes Camerounais justement sur les différents candidats, les programmes qu'ils proposent, etc. Pour qu'on puisse faire des choix éclairés en 2025. Parce que j'ai l'impression, ou alors j'ai plutôt l'ambition et l'espérance que 2025 sera pas 2018 et qu'on aura un réel changement au Cameroun. Et donc, quand tu m'appelles, je suis déjà en train de démarcher d'autres candidats. Mais toi, tu ne le sais pas. Il faut qu'on en a parlé. Oui, bien sûr.
pense que je démarche d'ailleurs Cabral Libi par l'intermédiaire d'un de ses conseillers en communication. Okay. Et ils me disent effectivement qu'il vient à Paris, mais ce serait un peu serré pour son programme. Et 2 jours après, tu m'appelles, je me dis qu'il y a une émission, on interviewe Cabral Libi, il faut que tu le fasses. Donc vraiment le hasard, le hasard. Non, je vois. Et donc je m'embarque là-dedans, je me dis ok, tant mieux. En fait, vraiment les planètes s'alignent pour moi. Okay. On se retrouve en train de faire la grande rencontre. On démarche d'autres candidats, en l'occurrence Maurice Kamto qui devait être à Paris aussi quelques temps après, Hiram Yodi, etc. Donc en réalité, moi je pense que c'était juste l'endroit où je devais être et j'ai été à cet endroit-là au bon moment. Non, c'est bien, c'est marrant que tu m'en parles, enfin que tu me dises finalement comment ça s'est passé dans ta tête, parce que je pense que moi aussi, je pense qu'il y a eu ce petit côté, c'est-à-dire ça fait longtemps que j'ai conscience de ma force ou de mes énergies, et ça fait longtemps que je veux aussi éveiller les gens, pas forcément sur ma personne, mais sur le changement et sur la potentialité de l'homme, mais en ce qui concerne le Cameroun. Et le Cameroun est un pays riche de talents, riche de matières grises, riche de matières naturelles. Il y a tellement de choses à faire, et donc je pense que sur ça on se rejoint. Et c'est clair que moi, quand je t'appelle, ta personnalité, moi je suis un peu entre guillemets vieux de l'autre côté, le vieux sage, et puis toi t'es pétillante. Hein, si vous l'avez pas encore vu sur les réseaux sociaux, allez la voir, c'est remarquable. Et puis bon, c'est vrai qu'on a fait cette première rencontre avec Cabral Libi, oui. Et puis on a fait une deuxième, et comme tu l'as mentionné, on a contacté d'autres candidats. Oui. D'autres candidats, et puis à un moment, il y a eu des choix que tu as fait finalement. On a dû un peu s'arrêter dans cette mission informative. Tu t'es engagé. Est-ce que tu peux nous parler du processus, comment ça s'est passé finalement, et puis oui, expliquer peut-être tes choix qui finalement ont impacté aussi ton audience. Oui, effectivement, depuis la dernière émission, donc la dernière rencontre avec Hiram Yodi, on a arrêté parce qu'effectivement, je ne pouvais plus interviewer d'autres candidats alors que j'étais déjà partisane, aux membres même à part entière d'une campagne électorale. Comment ça s'est fait ? Alors, je ne découvre pas Hiram le jour de notre interview. Non, je le connaissais bien avant. J'ai découvert d'abord ses idées avant de découvrir la personne. Ça va faire quelques mois déjà que, par l'intermédiaire d'un ami qu'on a en commun, j'ai découvert son parti politique, dont il était le secrétaire exécutif avant, le MP3, donc le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Et donc, j'ai un ami, en fait, à qui je dis justement que j'aimerais bien apprendre la politique au Cameroun de plus près. Parce que c'est une chose de lire dans les livres, c'est une chose de regarder la télévision, de faire des analyses depuis mon studio à Rennes. C'en est une autre d'être à l'intérieur et de comprendre vraiment comment ça marche et d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc, quand je lui parle de ça, je lui demande, mais au Cameroun, c'est un peu compliqué. Et quand je regarde les partis politiques qu'il y a, bon, il y en a quand même quelques-uns qui m'intéressent, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Et là, il me dit, non, je connais quelqu'un qui a créé un parti politique et je pense que les idées qu'il porte sont totalement alignées avec les tiennes. Donc, c'est lui, en fait, qui me fait découvrir Hiram Yodi. Et il m'envoie d'abord le mémorandum qu'ils ont écrit, un mémorandum de 60 pages. Okay. Il me dit, lis-le, et puis vois si ça te parle, là, je peux vous mettre en contact. Je commence à lire le mémorandum, effectivement, je prends 2 jours, je lis. Et j'ai eu l'impression que j'avais participé à l'écrire. Parce que toutes les phrases, tous les mots, tous les thèmes qu'ils abordent sont des thèmes que j'avais soit déjà abordés dans des vidéos, soit que je pensais déjà. Okay. Quand ils parlent de changer le système scolaire, mais au-delà de ça, c'est vraiment réapprendre aux Camerounais ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été. Réintroduire la grandeur et la fierté d'être Camerounais. Parce qu'en réalité, comme lui, comme moi, quand je dis lui, je peux aussi dire le parti politique en général, on pense que la plus grande révolution qu'il y a à faire au Cameroun est d'abord mentale. Et vraiment, toutes les phrases de ce mémorandum me parlaient. Okay. Donc je rappelle mon ami le lendemain, je lui dis franchement, ton gars là, je sais pas qui c'est, mais ça c'est the person, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Donc moi je le rencontre, on est vraiment dans une optique de travailler pour faire évoluer le parti. Je pense qu'il n'y a pas encore histoire de candidature. C'est vrai, on parle là de 2024, hein, donc c'est vraiment assez vieux. Et donc, au fur et à mesure, la candidature arrive. Et donc, bon, étant donné que je partage déjà ces idées, et que c'est un candidat qui me convainc, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un dont les idées me convainc. Oui, me convainc. Je décide donc simplement, lorsqu'il est candidat, de l'accompagner, parce que pour moi, il n'y a personne d'autre au Cameroun, en tout cas, qui porte aussi bien les idées que j'ai déjà, qui partage aussi bien les valeurs que je porte. Donc,
Ça s'est fait naturellement, on va dire. Okay. Bon, c'est vrai que là, c'est des phrases fortes que tu dis. Moi, je suis obligé et peut-être c'est un de mes défauts. J'essaye à chaque fois d'être objectif et neutre parce que cette mission, elle dépassait ma personne. Il y a des choses que je suis obligé de dire, c'est que effectivement, le fait qu'on a interviewé Cabral, le fait qu'on a interviewé Samuel, moi aussi, j'ai reçu des coups de fil. On m'a, je dirais pas harcelé, mais il y a eu quelques tensions. Et c'est vrai que moi, quand je fais quelque chose, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que le but, c'était vraiment de permettre aux Camerounais d'avoir accès à tous les candidats et de pouvoir finalement faire un choix pertinent, mais surtout un choix, comme tu l'as dit, éclairé. C'est ça. Et donc c'est vrai que moi, j'ai un peu ce goût d'inachevé, je te cache pas. Mais je tiens quand même à dire à l'audience, ceux qui nous ont suivis sur ces grandes rencontres, et j'ai reçu aussi, moi aussi, quelques critiques. Il faut savoir qu'on a essayé de contacter tous les candidats, et bien sûr, on a commencé par les plus grands. Et il faut savoir que derrière la scène, c'est de l'énergie, c'est un investissement financier, et c'est financier, physique, intellectuel. Et puis, moi, je sais qu'on remet en cause mon objectivité. Si t'as pas interviewé X, c'est parce que tu es avec Y. Et donc, j'essaie toujours de rester droit. Et donc, c'est vrai que cette mission est restée inachevée. Et c'est vrai que les deux candidats qu'on a interviewés sont venus et ils ont fait une excellente prestation. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout, mais au moins on est là pour expliquer ce qui s'est passé et pourquoi finalement on s'est arrêté là. Et ça a eu des conséquences sur ta personne. Moi, je l'imagine très bien, maintenant que tu es devenue une personnalité politique. Mais j'aimerais qu'on parle aussi de ton audience. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas pu poster, tu postes plus depuis un moment. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les conséquences finalement? Est-ce que ça, c'est les conséquences ou comment ça se passe? Oui, en termes de conséquences, effectivement, quand je me suis engagée, c'est une chose d'interviewer des personnes lorsqu'on n'a pas de parti pris. Donc on le faisait très bien. On avait déjà contacté d'autres candidats qui auraient même dû passer avant Hiram d'ailleurs. Mais juste à cause des problèmes d'emploi du temps, etc., c'était repoussé. Et dans l'instant où je déclare ouvertement que je soutiens un candidat, c'est compliqué d'aller s'asseoir avec un autre candidat parce que lorsque tu vas par exemple dire un mot que tu penses vraiment, mais qui est peut-être de trop pour certains, ça va devenir mais c'est parce qu'elle supporte tel. Donc du coup, alors qu'à la base, que je supporte pas, j'allais peut-être penser la même chose. Oui, je comprends. Donc c'est devenu assez délicat et je m'excuse pour le goût d'inachevé, malheureusement. Non, c'est des choses qui arrivent. Oui, il a fallu faire des choix. J'aurais pu ne pas le dire ouvertement, j'aurais pu le supporter en bac, comme on dit, et continuer mon émission. Je pense que ça n'aurait pas été honnête de ma part. Je ne suis pas connue pour être quelqu'un de diplomate. Je pense que je dis ce que je pense. Ce n'est pas toujours une bonne chose, mais je le fais quand même parce que c'est ma personnalité. Et je ne peux pas me travestir vraiment pour les réseaux sociaux. Donc, est-ce que je paye des conséquences? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai un peu du mal encore à comprendre la différence qu'il y a entre la péristocratie et Ivana. Ah, effectivement. Ivana travaille justement à l'élection présidentielle. Exactement. Ivana est dans l'équipe de campagne d'un candidat. La péristocratie, c'est une créatrice d'opinion, comme j'aime le dire, qui dit ce qu'elle pense justement avec tout le tact qui n'est pas forcément le sien, avec toute l'énergie qui est la sienne, avec tout le cash qui est le sien. Mais sauf que là, si la péristocratie dit X, ça impacte sur le candidat, alors qu'il n'a pas demandé, il n'a rien demandé. Donc c'est un peu compliqué. En réalité, j'ai un peu du mal encore, mais il va falloir vraiment que je trouve une solution parce que je ne peux pas arrêter d'être la péristocratie, sinon c'est compliqué. Si j'ai fait taire Ivana pendant un moment, c'était bien pour une raison, c'est que la péristocratie a besoin de s'exprimer et je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à dire. Alors, la question de ton audience, parce qu'on a interrogé aussi ton audience, c'est alors quand va être le retour de la péristocratie Là, après les élections ou tout de suite ou comment ça va se passer? Parce que c'est vrai, là, on est dans un moment bouillant. Ton audience se dit, mais là, on voit des choses, que ça soit l'élimination, entre guillemets, du candidat Kamto, que ça soit aussi la coalition, finalement. Je pense qu'il y a des trucs très chauds. Et je sais que la péristocratie, là, elle en peut plus. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que tu vas revenir sur les réseaux sociaux en tant que péristocratie ou est-ce que tu vas t'amuser un peu et te dire, bon, après les élections, comment ça se passe? Comment tu le vois en fait? Mais justement, j'ai vu qu'on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir parlé de l'élimination, si on peut appeler,
en tout cas, de l'absence de Maurice Kamto, parce que même là, j'ai même du mal à mettre À trouver les mots, parce que justement, tu vas dire un mot, on va entendre l'autre. Bien Donc, sûr. l'absence du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle m'a reproché de ne pas avoir dit ce que je pensais sur le sujet, parce que si tu ne dis rien, ça veut dire que tu es pour, si tu dis, en fait, c'est vraiment très compliqué. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas que je n'ai pas envie de parler, j'ai un avis. Mais aujourd'hui, si je donne un avis, c'est comme si Hiram donnait un avis, alors qu'en réalité, il n'a pas demandé. Il me demande pas de donner un avis pour lui, en réalité. Donc, c'est vraiment très délicat. Et quand est-ce que je reviendrai sur les réseaux sociaux? Je pense que je vais revenir parce que j'ai beaucoup de choses à dire quand même. Et je pense que même si je ne veux pas, même si j'essaie de me faire violence, à un moment donné, la péristocratie a beaucoup trop existé pour la faire taire aujourd'hui. Maintenant, il va falloir être intelligente dans ça. Il ne faudra pas tomber dans les caricatures d'un côté ou de l'autre, parce que les gens ne me suivent pas parce que je supporte un candidat ou un autre. Les gens suivent justement cette jeune fille-là, oui, qui sait dire ce qu'elle pense, même si c'est pas toujours accepté. La pertinence dans ton impertinence, justement. C'est ça, exactement, du haut de ma petite personne. Je pense que c'est ce que les gens attendent de moi. Par rapport à la coalition, par exemple, je pense que j'ai fait une vidéo dimanche. Je l'ai faite au moins 6 fois. C'est la première fois que je fais une vidéo, je recommence, parce que je me dis, si je dis ça, ils vont croire que Hiram aussi pense ça. Mais c'est vraiment devenu incroyable. Alors que je pense un truc et j'ai du mal à exprimer parce que j'ai peur que les internautes se disent que ce qu'elle pense là, c'est que son candidat pense. Alors que mon candidat et moi, on peut être deux personnes totalement différentes. Oui, avec on peut avoir des nuances. On peut avoir des nuances, c'est ça. C'est pas parce que je supporte un candidat que ça veut dire que s'il dit A, tu penses A, ou s'il dit B, tu penses B. Donc bon, c'est un peu compliqué, je t'avoue, mais je cherche encore le juste milieu pour pouvoir justement revenir et j'espère que ça n'impactera pas sa campagne parce qu'au final, les erreurs que je peux faire en tant que péristocratie, jeune fille de 23 ans peut me les pardonner parce qu'on va se dire, bon, à la limite, elle est encore trop jeune. Elle serait son j'entends ça, même si je ne trouve pas que ce soit un argument. Mais là, aujourd'hui, tu fais une erreur, on dit oui, mais pourquoi il a fait le choix de cette jeune? Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, il y a aussi un problème de légitimité. Là, je suis en train d'essayer de me battre pour pouvoir légitimer ma position, alors qu'en réalité, je trouve que je la mérite. Mais les gens me font souvent comprendre que oui, mais on aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Donc, si en plus, tu fais des erreurs dans ça, non, c'est une position très délicate. Tu n'as pas droit à l'erreur. En même temps, c'est compliqué. Je vois tout à fait. Ça m'est arrivé dans ma carrière d'être le petit jeune. J'étais effronté, mais tu sais, c'est les longs crayons effrontés. Mais je n'avais pas l'impertinence du long crayon camerounais. C'est-à-dire que je savais me faire petit. Mais des fois, même dans le silence, tu embêtes. Oui, tu gênes, c'est ça. tu grattes. C'est ça. Et c'est vrai que ça peut être problématique. Alors, c'est vrai que là, on a vu des problèmes très importants parce que moi aussi, je les ai rencontrés. Tu sais, j'ai reçu des appels même à 2h, 3h du matin. Il y a des choses que je ne raconte pas trop. Et le fait que ça soit inachevé, tout de suite, moi aussi, on a essayé de me mettre dans des cases. Après, les gens ont cette intelligence de regarder ce que je fais un peu. Et c'est vrai que j'essaie toujours d'être objectif. Donc, vous pouvez regarder, il y a un livre, ça s'appelle La raison objective, le manifeste de la raison objective. Donc, j'essaie toujours d'être objectif et de ne pas tomber soit dans l'émotionnel, soit dans le parti pris. Mais c'est vrai que les gens t'attendent au tournant. On a eu le plaisir, finalement, aussi, j'ai eu le plaisir de demander justement à ton audience ce qu'ils pensaient de toi, ce qu'ils voulaient aussi te poser comme question. Parce que c'est vrai que tu es restée un peu silencieuse et maintenant que tu as cette nouvelle posture, les gens s'interrogent. Alors, je vais me permettre de te poser ces questions. Bien sûr. Alors, la question que j'ai en tête, c'est une question d'un de tes fans qui demande finalement pour toi... Les péristocrates, moi j'ai pas de fans. Les péristocrates. Les péristocrates, excuse-moi. Tu sais, c'est le décalage générationnel. Effectivement. Alors, les péristocrates, la première question, une qui m'a beaucoup touché, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un bon président? C'est Hiram. Bon. Bon, je pense que tu n'as pas besoin de développer. Alors là, tu vois, le grand frère te dit attention. Des fois, quand tu mets le nom à quelque chose, c'est bien parce que tu appelles l'univers. Mais ça reste aussi. Totalement. Donc il faut faire très attention. Et surtout que vous donnez sur Internet. Donc voilà, mais je n'ai pas de crainte là-dessus. Du moins, j'ai envie de croire qu'il n'y a pas de crainte là-dessus. Pour moi, le bon président, en réalité, il faut se demander qu'est-ce qu'on demande à un président. Bien sûr. On demande à un président d'avoir une vision. On lui demande d'avoir un projet pour son pays et surtout de l'amour pour son pays. Un président peut être aussi diplômé qu'il veut. Il peut être aussi compétent dans son métier avant d'être président, parce que le président n'est pas un métier, c'est une fonction qu'on occupe, une fonction élective.
un mandat qu'on est censé avoir pendant un moment et après laisser, même si c'est pas toujours la tradition chez nous. Mais donc, un président, pour moi, doit avoir la vision, il doit avoir un projet, il doit surtout aimer son pays, aimer son peuple. Parce que quelqu'un qui aime son peuple et son pays fera toujours des choix en accord avec celui-ci et surtout dans l'intérêt de celui-ci. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y avait une autre question justement très intéressante. Est-ce qu'un bon politicien fait un bon président? Pas forcément. Pas forcément parce que un politicien, ça peut être quelqu'un qui vient en politique pour plusieurs raisons. On peut devenir politicien pour plusieurs raisons. Tu peux y arriver parce que tu cherches à avoir le pouvoir, des gens qui soient animés d'un amour, parfois même qui peut faire peur du pouvoir. Ils ont une volonté, une envie de commander les autres, de puissance. C'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas toujours bon. Oui, bon pour le peuple. Il y a des gens qui viennent en politique parce qu'ils ressentent qu'ils ont envie de faire du bien aux autres. Ils ont envie de participer à la construction de leur pays. Ils ont envie d'apporter une pierre à l'édifice. Il y a des gens qui viennent en politique parce qu'ils veulent faire du business. Il y a des gens qui viennent en politique parce qu'ils veulent se positionner dans un ou deux trucs. Donc vraiment, les gens viennent en politique pour plusieurs raisons. Un politicien, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire en même temps. Donc un bon politicien n'est pas forcément... Tu peux être très bon en politique, donc connaître toutes les théories, savoir comment t'élever, mais sans forcément avoir les bonnes intentions derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors justement, la question d'un des péristocrates, la question est très intéressante, c'est que est-ce qu'on pourrait retrouver Ivana candidate ou présidente de la République du Cameroun? Si vous commencez à dire ça comme ça à la télévision, je vais arriver dans mon pays, on va dire mademoiselle, suivez-moi. Donc, allez à droite. Allez à droite, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas, du moins, je n'ai pas, en réalité, j'ai pas l'ambition d'être présidente un jour. Pour le moment, on est en 2025, je n'ai pas, c'est pas un rêve. Comme disait Sarkozy, il a dit qu'il y pense en se rasant le matin. Pour le moment, c'est Strauss-Kahn, je pense, mais Sarkozy a repris la phrase, oui. Il a dit qu'il pense être président chaque jour en se rasant. Le matin. Moi, aujourd'hui, je ne pense pas à ça en me maquillant le matin. Okay. Mais peut-être qu'un jour, l'envie changera. Je ne sais pas de quoi est fait demain. Mais par contre, ce que je sais, c'est que j'aimerais vraiment être utile pour mon pays, peu importe la manière. J'espère qu'à mon petit niveau, je fais déjà des petites choses qui sont, en tout cas, qui pourraient avoir un impact sur une ou deux personnes. Si je peux continuer dans cette lancée et impacter la vie, ou bien le quotidien, ou même la journée d'un millier de personnes, ce serait vraiment avec plaisir. Est-ce qu'on le fait seulement en étant présidente? Je ne sais pas. Ouais, non, mais... Alors, justement, on a parlé de bons présidents. Alors, il y a une question qui... Est-ce que tu aurais, par exemple, des exemples de bons politiciens non, pas de bons politiciens, de bons présidents de la République, ou même de bons administrateurs, en fait? De bons présidents de la République. Je dirais Thomas Sankara. Okay. Thomas Sankara était pour moi, jusqu'aujourd'hui, je pense que pour beaucoup de jeunes Africains, quand Thomas Sankara est mort, je n'étais même pas née. Mais si on parle encore de quelqu'un comme ça des années après, c'est qu'il a vraiment laissé des traces. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'on dit de toi après ta mort, après ton départ. On aura beaucoup de politiciens, beaucoup de présidents, mais on ne se souviendra même pas des noms. Parce qu'ils n'auront pas impacté réellement. Sankara est resté 4 ans au pouvoir, mais il a transformé la mentalité de beaucoup de gens. Il a marqué les esprits et il aimait profondément son peuple. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, l'une des qualités d'un président, c'est vraiment celle-là. Aimer son peuple et vouloir son bien. Un président comme Sankara qui est arrivé, je pense que si on l'avait laissé 20-30 ans, non, peut-être pas 20-30 ans, mais 15 ans, parce que si on se considère que 2 mandats, comme au Cameroun, 7 ans, ça fait à peu près 14 ans, donc 15 ans de pouvoir, je pense qu'il aurait changé son pays encore plus. J'aime bien ce lapsus révélateur. Quand tu parles, tu as dit 20-30 ans. Et il y a 2 choses qui me choquent dans ta réponse, mais choquent positivement, et pas forcément positivement, mais du point de vue de la discussion, c'est que, effectivement, Thomas Sankara, en fait, c'est du conditionnel. Sur 4 ans, il a montré beaucoup d'amour. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de Mugabe. Qui est resté très longtemps. Qui est resté très longtemps. Et j'invite l'audience, finalement, à s'intéresser à ses parcours de vie. Parce que le Sankara que tu as vu, 4 ans, ça aurait pu être un Mugabe si on lui avait laissé du temps. Et donc, c'est très important, finalement, d'apprendre de l'histoire de nos héros, nos héros, et d'être stratège. Parce que, bon, il est resté 4 ans, on pourrait dire il a fait de très bonnes choses en 4 ans.
Mais il faut faire attention, pas retomber dans ces travers. Mais c'est bien pour ça que je me suis reprise après. J'ai dit 20-30 ans. Je pense que le 20-30 ans, c'est réellement l'habitude d'être camerounaise. Vous voyez? Oui. Parce qu'on nous a tellement habitués au président qui reste 43 ans, 30 ans à gauche. Donc, je pense que c'est devenu même un réflexe. Mais et après, je me suis reprise en me disant que 15 ans quand même, en comptant les 7 ans. Est-ce que c'est mauvais? Moi, un très bon président, il reste 30 ans. Moi, il n'y a pas de problème. Non, je pense qu'un président qui, en fait, peu importe l'être humain, un être humain à qui on donne beaucoup de pouvoir pendant longtemps, il finit par, même s'il avait de bonnes intentions, il peut finir par s'enorgueillir. À part s'il a des institutions qui sont vraiment fortes. À part si on a des contre-pouvoirs qui sont effectifs. Mais dans nos pays actuellement, dans lesquels nous sommes, où le président décide de X, de Y, de la vie et de la mort de qui veut, je pense qu'avoir trop de pouvoir et pendant trop de temps, c'est même tuer l'énergie de la population, parce qu'en fait, en réalité, quand on change de président, on change aussi de paradigme. On essaie autre chose. Un président qui arrive, ce sont des idées nouvelles, c'est une façon de le voir différente, c'est un dynamisme qui est aussi nécessaire, qui est aussi important selon moi. Et c'est aussi une autre génération qui reprend. Oui, non, mais moi, c'est un point de discussion. Moi, je comprends ton point de vue, en tout cas. Je vais peut-être une dernière question de tes fans. Non, qu'est-ce que je dis? Des péristocrates. Alors, un des péristocrates se demande finalement, qu'est-ce que tu serais devenu si tu étais resté au Cameroun? Finalement, on ne saura jamais. On ne le saura jamais. Bon, peut-être que je n'aurais pas commencé les réseaux sociaux aussitôt. Okay. Parce que comme j'ai dit, c'est aussi le fait d'avoir la connexion. Parce que c'est un fait, hein. Quand tu as la connexion tout le temps, tu peux avoir l'occasion d'aller sur YouTube et de regarder plusieurs vidéos, d'apprendre, de voir ce que font les autres. Okay. Quand tu comptes tes mégas, comme au Cameroun, ou quand je mets mes 1000 francs, je veux savoir où ça passe, tu n'as pas forcément envie d'aller sur YouTube et enchaîner plusieurs vidéos. Ça, c'est pour mon cas. Je ne sais pas ce que je serais devenue, mais je pense que je n'aurais pas été trop éloignée de ce que je suis actuellement. Parce qu'on est d'abord... Je pense que toute chose est d'abord... je ne veux pas dire spirituel ou esprit avant d'être corps. Je pense que c'est d'abord à l'intérieur. Mes pensées ne seraient pas parties. Pas parce que j'allais être au Cameroun que... L'essence, en fait. L'essence, voilà, de ce que je suis n'allait pas changer. J'ai toujours... Mes profs, d'ailleurs, pour moi, on parle de profs, j'ai beaucoup de profs, que ce soit du primaire ou du lycée, qui commentent tous mes publications et qui disent tout le temps, tu ne pouvais devenir que ça. Parce que de ce qu'on voyait déjà de toi, tu n'allais rien faire d'autre. Donc, je pense que je n'aurais pas été très différente. J'aurais peut-être fait les choses d'une autre façon, mais je les aurais quand même faites. Ok. On arrive vers la fin de cet entretien. Peut-être avant que je te pose 2-3 questions, est-ce qu'il y a une question que tu penses que j'ai oubliée? Est-ce qu'il y a une question que je pense que tu as oubliée? Pourquoi j'ai choisi Hiram et pas un autre candidat, par exemple? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Hiram et pas un autre candidat? Pourquoi j'ai choisi Hiram et pas un autre candidat? Bon, j'ai peut-être commencé à répondre en disant qu'on partage les mêmes valeurs. Je pense aussi, qu'on le veuille ou pas, que le combat politique est un combat générationnel et que chaque génération a une mission. Il lui revient le devoir de l'accomplir ou de la trahir. C'était Frantz Fanon qui le disait déjà et je pense qu'il avait totalement raison. Notre génération est face à son destin en 2025. Elle a le devoir de pouvoir ne pas la trahir, mais plutôt accomplir son destin et vraiment accomplir sa mission, la mission qui lui a été donnée. Pour moi, la mission de notre génération, c'est quoi? C'est d'unir le pays. C'est de le construire parce que le Cameroun est un pays en chantier à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan social, le plan économique, il y a tout à construire. Donc, il faut un président entrepreneur. Il faut un président, pas forcément entrepreneur, mais entreprenant, si on veut, oui, effectivement. Un président qui a envie de construire, qui a la vision pour son pays, qui sait où il veut le mener. Un président qui réussit à rassembler, à unir, qui n'a pas, du moins, qui à première vue, ne divise pas les Camerounais dans des débats qui, pour moi, peuvent être évités. On a besoin aujourd'hui de paix, on a besoin d'union, d'unité surtout. On a besoin de se construire. Je pense que Hiram remplit toutes ces conditions-là, toutes ces cases. On me parlera d'expérience. On nous dit souvent que nous, les jeunes, on a 35 ans, 37 ans, 23 ans ici. On n'a pas l'expérience. Peut-être, mais on a la fougue. On a l'envie. On a aussi décomplexé surtout. Parce qu'en réalité, nos parents, parfois, c'est pas forcément qu'ils ne voulaient pas faire. Mais ils ont été éduqués comment, dans quel système. On a des présidents qui sont là, qui ont grandi dans le système colonial et qui ne peuvent donc pas penser en dehors de ce cadre-là, parce qu'on leur a appris à penser d'une certaine façon. Cette génération à laquelle nous appartenons a fait des études en Europe. Moi, j'étais en France, Hiram au Canada, toi en France aussi. Quand tu vas à l'école et que tu as les mêmes notes que ton camarade qui est blanc, finalement, je ne te dis pas que le blanc est si fort que ça, vu que toi-même tu arrives à faire.
Et ça a l'air banal ce que je dis, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas encore évident. Beaucoup de gens pensent que ce que le blanc fait c'est trop rail, c'est trop, comme on dit, c'est trop fort. Dès l'instant où on a décomplexé, on a cassé ce mythe-là. On a changé ce paradigme-là. On peut justement aller discuter avec des chefs d'État d'égal à égal, parce qu'on est fier d'abord, premièrement, de soi. On sait d'où on vient, on connaît son histoire, et on a une vision pour son pays, et on n'a pas de complexe envers les autres. Et c'est peut-être ce qui nous manque. Nos anciens dirigeants ont cultivé un complexe, ce qui aujourd'hui ne doit pas exister, et que ces générations ne portent plus. Donc voilà pourquoi je choisis Hiram et pas un autre. Non, c'est super. Moi, je voulais, pour terminer quand même, mettre l'accent sur un autre côté de ta personne. C'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure le mot entrepreneur. Tu vois, tu jouais un peu la modeste tout à l'heure, hein, tu jouais l'anti-camerounaise, parce que tu as conçu un jeu de cartes. Hein. Est-ce que tu peux m'en parler rapidement? Comment s'appelle ce jeu de cartes? Ça nous concerne. Ça nous concerne, parce que je sais que tu aimes les débats, et donc je me suis permis de tirer quelques cartes. Je vais essayer d'en tirer. Donc il y a plusieurs thématiques, hein, c'est ça? Et donc on joue en famille. Hein. Oui. C'est un jeu de cartes qu'on aurait pu jouer avec justement les candidats qu'on a rencontrés. Alors, je suis tombé sur une question. Là, je pense que c'est une question politique. Y a-t-il un dirigeant africain que tu aimes bien? Je pense que tu as déjà répondu. Ouais, tu as déjà répondu. Thomas Sankara, Nelson Mandela, Winnie Mandela, Patrice Lumumba. On a dit un. Ok, d'accord, je vous laisse comme ça. Peut-être une dernière carte. Tu m'as dit quelle thématique? Choisis celle que tu veux. Ok, on va essayer le gris. Le gris, je crois même que c'est une couleur spéciale. Hein. C'est la couleur du candidat. C'est très bien. C'est la couleur du ciment. Ça marche. Oh, une question. La foi doit-elle rester privée? La foi doit-elle rester privée? Effectivement, c'est une question qui porte à la réflexion. C'est moi qui ai écrit les questions en plus. Alors, on va peut-être la poser à l'audience. Répondez sûrement en commentaire. C'est ça. N'hésitez pas, si vous voulez commander le jeu, n'hésitez pas à contacter justement son créateur, hein, Ivana, sur Instagram, La Péristocratie. Peut-être un dernier mot? Un dernier mot. Alors, je dirais aux péristocrates, surtout aux jeunes qui me regardent, je pense que c'est eux qui s'identifieront plus rapidement à moi. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, à une jeune fille qui est au lycée, au collège, ou peu importe, et qui a sans doute des grands rêves, notamment peut-être ceux vers la politique, à qui on dit tous les jours, n'y va pas, c'est pour les adultes. Voilà, trouve un petit métier, et puis fais ce que tout le monde fait. J'ai envie de te dire que ça te concerne. C'est le nom du jeu de cartes d'ailleurs. Ça nous concerne. Il s'agit de notre génération, de notre avenir. On veut tous voir nos enfants grandir, mais je pense que nos enfants méritent de grandir dans un pays dans lequel on arrive à avoir le minimum pour tout le monde. Donc vous devez porter les combats qui sont les vôtres, parce qu'au final, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. À vous, les jeunes filles surtout, les jeunes en général, mais les jeunes filles surtout, engagez-vous si vous en tentez la conviction. C'est pas forcément en politique, ça peut être dans la société civile, ça peut être dans l'associatif. Mais faites quelque chose pour qu'à la fin de votre vie, vous puissiez laisser des traces. En réalité, beaucoup de gens meurent tous les jours. Mais très peu deviennent des Sankara. Très peu sont inscrits dans les livres qu'on étudie encore aujourd'hui. Et je pense que chacun de nous devrait pouvoir faire des choses qui mèneront à ce que, justement, après leur départ, on puisse se souvenir de ce qu'ils ont laissé en termes d'héritage. Ouais. Avoir un impact. Donc, alors, j'espère que cette rencontre vous a plu. On était avec Missiva, La Péristocratie, hein, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, à liker cette vidéo et puis surtout à mettre des commentaires. Je pense qu'elle a réussi justement l'exercice qui n'était pas si facile de s'exprimer sur ce paradoxe qu'il y a entre la femme engagée et la femme virulente des réseaux sociaux, virulente et pertinente. Merci. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de t'avoir accueilli et d'avoir pu faire cette rencontre. J'espère qu'il y aura d'autres rencontres. Prenez votre carte d'électeur, allez voter et prenez soin de votre conscience, comme je dis souvent. À très bientôt. Au revoir. Okay, let's go.